Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo matinale. Alors, j'ai pas voulu faire de vidéo tout de suite. J'ai voulu attendre, voir un petit peu ce qui allait se passer. Je veux parler évidemment de ce qui s'est passé en Russie, c'est-à-dire les attaques par drone de différentes bases aériennes militaires. La Russie a en effet communiqué sur l'étendue des dégâts, sur la destruction essentiellement d'avions, dont des fameux Tu-95 qui sont des bombardiers tactiques utilisés dans les stratégies, on va dire, nucléaires de la Russie. Alors déjà, petit détail qu'on va préciser. Vous allez me dire, mais pourquoi les Russes ne protègent pas ces avions? Comme font les Américains, par exemple, où ils mettent leurs avions essentiels, importants, tactiques, dans des sortes de bunkers, ou etc. Dans des hangars. Tout simplement parce que la Russie a signé avec les Américains une sorte d'accord qui obligeait les Russes à laisser visible leurs bombardiers nucléaires aux satellites américains. Geste, si vous voulez, de consensus pour assurer les Américains ou rassurer les Américains qu'il n'y a pas de bombardiers qui ne seraient pas très loin des frontières américaines et qu'une situation géopolitique compliquée pourrait éventuellement. C'est pour ça d'ailleurs que, d'une manière générale, les petites incartades qu'il y a eu aériennes avec des avions russes ont souvent eu lieu au nord de l'Europe. Alors, la méthode. Alors, la méthode est intéressante parce que, en effet, je rappelle, les Ukrainiens ont réussi à faire rentrer sur le territoire russe des conteneurs maquillés dans lesquels se trouvaient les drones. Ils ont positionné les conteneurs, ou du moins les camions qui transportaient ces conteneurs, non loin des bases, et à partir de là, ils ont enclenché les drones de façon simultanée, donc sur différentes bases, dont une qui est quasiment, je crois, à 7000 km des frontières ukrainiennes, pour attaquer justement les bases et essayer de détruire des avions, des bombardiers, etc. Alors, déjà, moi, la première question que je me pose, c'est si tu as la possibilité de réussir à faire ce coup-là, pourquoi tu te fais chier à essayer d'attaquer des avions? Pour affaiblir la Russie? Pour affaiblir sa capacité aérienne? Vu le nombre d'avions qui ont été détruits, c'est pas ce qui va provoquer une sorte de pénalisation de la capacité aérienne russe. Alors, je sais pas, vous êtes stratège, vous savez que vous montez cette opération, que vous allez pouvoir réussir à faire rentrer des drones avec des explosifs. Qu'est-ce que vous attaquez en premier? Si vous voulez vraiment affaiblir la Russie, vous affaiblissez leur capacité de faire une guerre conventionnelle. Donc vous attaquez à quoi? Vous attaquez à des dépôts de munitions, à des centres de communication, à de l'industrie militaire. Donc en gros, c'est quoi? J'ai envie de dire, ça se trouve, c'est un coup de com'. Et puis, deuxième question. Comme je vous l'avais dit dans différentes vidéos, c'est vrai que la guerre en Ukraine a permis de se rendre compte que dans l'usage d'une guerre conventionnelle, aujourd'hui, le petit drone, pas le drone américain avec ses grosses ailes, son gros neneuil, etc., amène une façon de faire la guerre de façon différente.
D'où la raison pour laquelle aujourd'hui, le char, lui aussi, est obligé de se réinventer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les techniciens, ingénieurs sont en train de travailler sur un système qui pourrait éventuellement complètement dérégler les drones. Que ce soit des drones automatiques, que ce soit des drones télécommandés, ou même des drones commandés par fibre. Les drones par fibre, c'est un peu contraignant, parce qu'au niveau distance, c'est un peu limité. Donc, en effet, la Russie est un grand pays. Donc, quand on dit aujourd'hui les Russes sont ridiculisés, etc., non, ils ne sont pas ridiculisés parce que va contrôler les frontières d'un pays en totalité. C'est pas possible. Nous-mêmes, ici aux États-Unis, le problème de l'immigration, il n'est pas uniquement sur les frontières avec le Mexique. Vous allez dans les États du Nord, frontaliers avec le Canada, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de mur. Et c'est souvent par ici que certains migrants qui viennent d'Afrique ou du Moyen-Orient passent par le Canada, parce que le Canada est beaucoup moins regardant, et du coup, ils arrivent par descendre dans le Nord et passer la frontière pour arriver aux États-Unis. C'est une passoire. Donc vous imaginez la Russie, qui est le plus grand pays du monde, comment voulez-vous qu'ils vérifient leurs frontières? J'ai envie de dire, les alliés, que ce soit la Chine, le Kazakhstan, tous ces pays qui sont frontaliers, dans le centre, dans le nord, dans le sud, et l'est, encore à la rigueur, c'est peut-être un peu plus compliqué. Mais à l'ouest, alors, les pays de l'Union européenne ont renforcé leurs frontières avec la Russie, soit. La Russie l'a peut-être aussi fait, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas réussir à faire rentrer quoi que ce soit. Parce que les réseaux de communication commerciale et économique sont toujours actifs. On ne va pas tout couper. On ne va pas tout couper parce que là, vous avez pas mal d'industries des pays de l'Est qui dépendent aussi des matières premières qui viennent de Russie. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu comme un coup de com'. Et la troisième question que je me pose, les drones ont été pilotés à partir d'une base. Une base, d'après ce que j'ai compris, qui était en Ukraine. Donc ça veut dire qu'ils ont utilisé un réseau de communication par satellite. Parce que pour télécommander des drones, je rappelle que les Américains, eux aussi, ont télécommandé des drones. Alors, pour que ça soit plus facile et en qualité, ils ont installé des bases en Arabie Saoudite lorsqu'ils ont utilisé des drones en Syrie. Mais ils peuvent très bien utiliser des drones depuis les États-Unis. Vous avez même des camps militaires aux États-Unis ultra sécurisés qui sont justement des postes de commande de drones. Pourquoi? Pas tout simplement parce que les Américains, ça fait depuis longtemps qu'ils se sont installés là-haut des satellites militaires. Donc ils ont une indépendance sur un réseau militaire qui leur permet de pouvoir commander des drones à distance, de n'importe quel point du monde. Bon, après, suivant les théâtres d'opération, ils essaient de se rapprocher pour avoir une meilleure qualité, une meilleure rapidité, et surtout installer des bases pour permettre aux drones de décoller et d'éviter d'être obligés de faire 5 000, 10 000, 15 000 ou 20 000 kilomètres. Mais là, il y a quand même des drones qu'il faut piloter à plus de 7000 km. Donc ma question, qui a prêté son réseau à l'Ukraine? Alors il y en a qui me disent oui, ils ont utilisé le GSM russe. Bien sûr, c'est bien connu. On entend oui dire que apparemment cette opération aurait été plus ou moins aidée
logistiquement par le MI6 britannique, sous commande de l'OTAN. Alors, cette attaque est intervenue à la veille de la fameuse réunion d'Istanbul. Au vu de certains témoignages, la délégation russe était plutôt fâchée, pas contente. Alors certains évidemment ont traduit, oui, la délégation russe était groggy, ils se sont pris une claque dans la gueule, etc. Évidemment, vous avez tous les pro-russes, pro-ukrainiens, qui sont en train de se masturber sur l'événement. Et la raison pour laquelle je n'ai pas fait de vidéo tout de suite, c'est parce que je voulais savoir comment allaient réagir les Russes. Alors le problème, c'est pareil, sur les réseaux sociaux, on lit un peu tout et n'importe quoi. Selon certaines sources, je dis certaines sources parce que bon, encore, il y a eu une réponse russe avec 80 drones et une trentaine de missiles qui ont été envoyés sur l'Ukraine. L'Ukraine a annoncé que sur les 80, ils en avaient réussi à descendre une cinquantaine. Mais est-ce que cette action russe est-elle proportionnée par rapport à la claque qu'ils viennent de se prendre dans la figure? Non. En revanche, il y a des ordres qui ont été donnés pour renforcer la sécurité et surtout commencer à mettre un positionnement stratégique des S-400, c'est-à-dire de l'arsenal nucléaire russe. Alors évidemment, certains diront oui, de toute façon Poutine n'est pas fou au point d'appuyer sur le bouton rouge. On était plus ou moins d'accord de dire que Poutine n'oserait pas d'attaquer l'Ukraine. Et il l'a fait quand même. Alors évidemment, pour Poutine, il y a clairement un interventionnisme occidental à aider les Ukrainiens à avoir accompli cette mission. Les Ukrainiens d'eux-mêmes n'ont pas les moyens, n'ont pas les connaissances, n'ont pas les sciences. Ils ont forcément été aidés par des conseillers polonais, britanniques, français, peut-être encore américains, puisque, encore une fois, des Américains sont en Ukraine, sans être officiellement des gens agissant pour le compte des États-Unis d'Amérique. Ce sont des freelances payés par des sociétés de sécurité américaines, qui elles-mêmes est commanditée par l'État profond américain, pour pouvoir continuer à faire la pression sur la Russie. Il n'empêche que cette opération, alors pour moi c'est une opération de com, pour dire, vous voyez, on peut taper la Russie n'importe où, oui, sauf que stratégiquement, on ne va pas se mentir, ça sert strictement à rien, si ce n'est, comme je vous ai dit, sur un plan de communication pour faire jouir les pro-ukrainiens en disant, regardez, on a réussi à détruire des avions russes et blablabla. Mais est-ce que ça affaiblit la Russie? Non. Ça lui fait perdre un certain nombre d'appareils, mais ce n'est pas pour autant que ça va l'affaiblir pour répondre en Ukraine avec un matériel toujours existant. Et qui plus est, on se pose aussi la question de savoir est-ce que l'Occident n'essaie pas justement de pousser Poutine à commettre l'erreur. L'erreur sur laquelle l'Europe, pour ne nommer que elle, justifierait de mettre en place un plan de réponse contre une attaque nucléaire sur l'Ukraine, que cette réponse obligerait les pays membres
à utiliser leurs articles constitutionnels, dont celui que vous connaissez, dont on a déjà parlé en France, qui est l'article 16 pour Emmanuel Macron. À partir de là, vous êtes en situation de guerre, et donc par conséquent, non seulement la dette est bloquée, puisqu'en temps de guerre, le pays en question voit sa dette bloquée, c'est-à-dire que là, on est sur un open bar, et Macron, ça lui permet de rester au pouvoir, c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'organiser les élections présidentielles en 2027. Mais pour ça, il faut que Poutine balance une petite bombette nucléaire sur Kiev. Mais là encore, est-ce que cette mission n'était pas aussi un plan pour essayer de pousser Poutine finalement à déclarer la guerre à l'Ukraine ? Parce que oui, je rappelle encore une fois pour ceux qui ne le sauraient pas, il n'y a pas de déclaration de guerre entre l'Ukraine et la Russie. Pour l'instant, nous sommes dans une position de la Russie à attaquer l'Ukraine. Dans une opération qu'on appelle une opération spéciale. C'est un outil de communication pour justifier une opération. Donc, alors les négociations d'Istanbul ont échoué, puisqu'évidemment les exigences de l'Ukraine, c'est récupérer la Crimée et le Donbass, avec d'autres exigences évidemment qui foutraient une fessée à Poutine. C'est un peu l'insulter finalement dans la situation. Encore une fois, l'humilier. Voilà. Alors on est loin de la diplomatie, hein. Donc on va voir comment ça va se passer dans les prochains jours, les prochaines semaines, mais ça traîne. Et très clairement, c'est un conflit dont on sent bien qu'il y a une volonté de faire traîner, mais est-ce qu'on en a les moyens ? Est-ce qu'à terme, on ne veut pas trouver un argument pour obliger tous les pays à finalement commencer à faire de la conscription auprès de notre jeunesse pour constituer cette fameuse armée européenne plutôt que prévue ? Toujours se poser la question, à qui profite le crime ? D'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo, portez-vous bien, soyez attentifs, parce qu'en ce moment, c'est pas folichon.